Nous sommes de retour en plateau pour notre invité de ce matin, Dr Bruno Monchor, sociologue, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Docteur, bonjour. Oui, bonjour, cher journaliste. Bienvenue sur l'actu matin. Merci. Vous êtes là pour qu'on analyse un peu les taux de réussite aux différents examens de fin d'année en mettant une comparaison entre ceux obtenus par les établissements publics et ceux du privé. Mais déjà, que vous inspire, quelle analyse vous inspire justement ces taux de réussite parce que c'est presque jamais vu, hein, le baccalauréat qui a grimpé jusqu'à 73% de taux de réussite. Oui, merci. Merci beaucoup. On s'étonne. Et tout le monde s'étonne. Se dit, mais Qu'est-ce qui s'est passé? qu'est-ce qui s'est passé? Le baccalauréat demeure le baccalauréat. Ce n'est pas un examen où on fait n'importe quoi. C'est ce que les enfants ont fait qui produit les résultats. Donc, il y a même, excusez, il y a même pas de débat à faire par rapport au taux. Ça veut dire que les enfants ont travaillé et puis c'est fini. C'est quoi? Il y a pas une. Pendant les années passées ou lors des sessions d'examen passés, est-ce qu'a dit que les enfants étaient totalement nuls pour qu'on ait ces taux réguliers, je dois dire, de réussite? Non, c'est pas forcément. En fait, quand on assainit un milieu, Oui. et les résultats des réformes, c'est ça. Vous savez qu'il y a beaucoup d'établissements privés qui présentaient des candidats qui ne valaient pas, ou mais qui ne... Mais le plus important, c'est d'aller leur payer. Et puis, bon, ils vont vous présenter le résultat. Ça peut, si cela échoue, ça va jouer sur le taux. Taux. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Il y a Educ Master qui est là, qui réglemente chacun dans ce qu'il fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a également l'intervention d'un certain nombre d'acteurs, d'accord, des partenaires, et l'État même a également assaini le milieu. Et donc, c'est ça qui produit ces résultats. Vous voyez, si aujourd'hui on dit il faut forcément avoir le BPC avant d'aller au bac, ça veut dire quoi? Ces enfants ont un niveau. Donc, ce n'est pas que, bon, n'importe qui peut se lever pour aller au bac. Ce n'est pas que, non, il y a le BPC. Et il faut forcément que vous ayez au moins fait la première, la terminale. Donc, ce sont des éléments qui ne trompent pas. Lorsque vous prenez en compte un certain nombre de variables et que vous respectez ces variables, ça produit les résultats. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Les enfants ont travaillé, personne n'est allé écrire quoi que ce soit à leur place, et c'est le On a résultat. entendu dire que les épreuves étaient suffisamment abordables pour avoir ce taux de Ben, résultat. si les épreuves sont abordables, est-ce que tout le monde est admis? On est à 73%. Il y a près d'une vingtaine, 27%. 27% qui ne sont pas admis. Et vous voyez ce que ça représente. Donc forcément, ce n'est pas que c'est abordable pour l'élève moyen. L'élève moyen s'en sort et s'en est sorti. Donc du coup, il n'y a pas de quoi se dire. Moi, je ne pense pas que ça soit... Maintenant, le problème, c'est que il faut que l'État nous aide à régler ça de l'autre côté. Oui, je vais vous poser la question tout à l'heure, mais avant d'y arriver, il y a quand même la polémique qui a été soulevée, à savoir que on dit qu'ils sont de plus en plus intelligents et qu'ils réussissent beaucoup, mais le niveau est toujours, mettons, est toujours en train de baisser chaque année, par exemple. Oui, bon, le niveau baisse par rapport peut-être au dispositif existentiel. Et aujourd'hui, si vous voulez comparer le niveau de celui qui est des enfants, nos enfants qui sont là, ils travaillent. Ah Ils oui. travaillent, oui, oui, ils travaillent, ils ont un certain niveau, mais le dispositif peut-être ne leur permet pas de s'éclore à un certain niveau. Vous savez, un enfant qui, qui a eu, je prends l'exemple, hein, qui a eu 10 au bac, qui a mention passable au bac, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire une école, c'est faux. Mais les 3 jours ont fait qu'il ne peut pas faire une école parce qu'il a la mention passable. Et si on lui donnait la possibilité de concourir, il peut réussir, et il va réussir et battre même celui qui a eu 16 ou 17. Ah ouais. Il y a des jours pour celui qui est le premier, il y a des jours pour celui qui est le dernier aussi. C'est quoi, c'est une question de chance? Non, ce n'est pas une question de... Oui, il y a la chance qui accompagne ceux qui travaillent. Ça, c'est un. Et l'autre chose, c'est quoi? Vous pouvez collaborer avec un élève qui ne s'en sort pas très bien, mais il va à l'examen et le chapitre qu'il maîtrise le plus, ou bien l'exercice qu'il a fait le plus, est sorti, et puis il fait le plein.
Quand il fait le plein, c'est que vous allez vous étonner de ce qu'il est admis. Maintenant, celui qui est très bien aussi peut passer à côté parce qu'il s'est mal réveillé pendant que c'est la matière principale. Quand il s'est mal réveillé, il peut passer à côté. Ou bien il peut être en train de réfléchir au-delà alors que le truc est complètement en bas de lui. Et puis il peut passer à côté. Donc du coup, ces 3 jours ne peuvent pas nous donner une certaine assurance de ce que, parce que vous êtes ici et vous ne pouvez pas. Moi, j'ai eu mention passable, par exemple. Cela ne m'a pas empêché d'aller. Je respecte ceux qui ont la mention très bien, la mention bien, la mention assez bien. Mais je respecte également ceux qui ont la mention passable. Parce que ce n'est pas parce que tu as la mention passable que tu ne peux pas faire. Tout dépend de la volonté. Et vous savez, il y a certains qui, c'est une fois à l'université, que leur valeur que le génie se réveille. Se réveille. Et mais voilà qu'on ne lui a pas permis d'y aller. Ça fait aussi, ce sont les réformes aussi, mais on ne peut rien. Justement, parlant de réformes, on a quand même, mettons quoi, à peu près 50 000 nouveaux bacheliers qui vont venir vous voir à l'université. Vous n'avez pas peur d'être envahi, d'être submergé? Bon, vous ne pouvez pas avoir peur de vos enfants. Ah oui, mais quand ils sont nombreux, il faut s'en inquiéter. C'est vous qui les aviez faits, donc vous ne pouvez pas avoir peur d'accueillir vos enfants. Ben, nous allons peut-être demander, peut-être aux autorités au niveau supérieur, hiérarchique, de savoir que, bon, voilà le flot de personnes qui vient et par conséquent, ils doivent quand même essayer de voir ce qui se passe en termes de conditions réservées à ces étudiants, d'accord, réservées à ces acteurs pour qu'ils n'aient pas le choc. Parce que quand vous avez un choc et que vous n'avez pas l'étoffe nécessaire, aujourd'hui, nos enfants, ils sont très fragiles. On leur fait tout, donc ils sont très fragiles. Quand ils viennent à l'université, ça, c'est une autre réalité. Vous comprenez? Quand de la 6e jusqu'en 3e, même jusqu'en première, en terminale, vous n'avez que des maîtres d'études. Quand vous venez à l'université, le maître d'études, vous allez le trouver. Il disparaît, ça devient compliqué. Ça pose un problème. Et donc, du coup, c'est qu'il faut que l'État, du niveau central, ils essaient de voir quelles sont les conditions, aussi bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On recrute des maîtres d'études pour tout le monde ou comment on fait? Bon, est-ce qu'on peut recruter des maîtres d'études pour 50 000 personnes? Ah ben, je ne sais pas. C'est vous qui verrez. Ça va être fastidieux. Il suffit de renforcer le système de formation en matériel, aussi bien matériel, du point de vue matériel et du point de vue humain. Et je pense que ça va être réglé. Donc, nous et les collègues ont fait le maximum, l'essentiel, parce que ce pays, ça nous appartient. On ne peut pas se laisser et aller adopter un autre pays. Dans tous les cas, on fait l'effort de pouvoir satisfaire les besoins là où nous sommes. Et on demande que l'autorité essaie d'avoir des clins d'œil au niveau de chaque université et d'accorder beaucoup plus de possibilités aux nouveaux bacheliers d'intégrer les formations professionnelles. Sinon, la grosse masse, ça vient vers nous. Quel que soit alpha, ça vient vers nous. Absolument. Et donc, du coup, et également, il y a certaines réformes qu'il faut essayer de voir. Lesquelles? Vous savez, vous et moi, quand on était venus à l'université, il y avait des challenges. Le challenge, c'est quoi? C'est que je travaille très bien pour avoir la bourse. Je fais tout possible pour avoir au moins 11,51. Ça n'a pas disparu aujourd'hui? Ça a disparu. Comment ça? Parce que soit tu viens avec ça, et tu sors avec ça, ou bien tu ne l'as pas. Jamais. Oui, tu ne l'as plus jamais. Et donc, nos étudiants, ils n'ont pas de challenge, ils n'ont pas une compétition entre eux dans leur tête. Ils peuvent avoir telle ou telle moyenne, ça ne constitue plus un enjeu pour eux. Et quand c'est comme ça, c'est que bon, vous allez obtenir les résultats qui sont là, et on va penser que bon, les enfants ne travaillent pas, parce que là où il n'y a pas compétition, c'est que bon, l'effort à un certain moment n'est pas récompensé. Oui, n'est pas récompensé, et l'excellence disparaît. Et nous en sommes là. Donc, je pense qu'il faut évaluer cette réforme pour se dire, mais qu'est-ce que ça nous a apporté? C'est vrai qu'il y a peut-être des actes de déviance qui étaient dedans, mais on peut essayer de nettoyer ou bien de réformer pour que ça puisse avoir cet effet. Parce que l'effet d'obtenir la bourse à l'intérieur, une fois à l'université,
C'était très important. Allez, on va parler de cette tradition-là qu'on connaît depuis des années, hein. Les résultats qui sont excellents dans les établissements privés et quelque peu modestes et difficiles dans les établissements publics. La tradition a été respectée encore cette année. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil au niveau donc des résultats au niveau du CEP pour constater que quand on prend les 50 meilleurs par département, très rarement, on a des apprenants qui proviennent des établissements publics. Pourquoi c'est souvent le cas? Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas faire la comparaison lorsque vous n'êtes pas au même niveau. Ok. La comparaison peut être faite lorsque vous êtes au même niveau en termes de diapason. Quand vous prenez les établissements privés, d'abord, leur mode de recrutement, il y a certains, leur mode de recrutement, c'est différent. Ah oui? D'accord? Ils essaient de faire d'abord un test avant d'entrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'enseignant ou de l'apprenant? de l'apprenant. De l'apprenant. De l'apprenant. Et donc, ils recrutent les meilleurs d'abord. D'abord. D'accord? Il y a certains, il y a des écoles qui ne pratiquent pas, ne respectent pas même la loi de l'État. Comment ça? C'est-à-dire, l'État a dit il faut avoir 10 pour passer. Mais il y a des établissements où, même confessionnels, on dit si tu n'as pas 12, tu ne passes pas. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà cette sélectivité qui est à ce niveau. Donc, il y a une pression énorme sur c'est une pression. Et lorsque c'est comme ça, ça veut dire qu'eux, ils n'auront qu'à faire qu'avec des élèves qui ont un niveau déjà assez bien. Donc, ils veulent relever de l'assez bien à bien et à très bien. C'est plus facile pour eux. Vous prenez, par exemple, les résultats du BEPC. D'accord? On a classé les 50 premières filles de l'Atlantique. D'accord? C'est que c'est 3 collèges d'enseignement public qui sont dans ces 50. Carrément. Oui, carrément. La première fille occupe la 9e. Et c'est le CEG La Verdure. Tu es resté au CEG La Verdure, tu as eu 18-15 de moyenne. Vous voyez, c'est l'élève Meikpa, Maouna, Emmanuel. Et quand vous revenez, il y a CG2 Ouida. La fille, ça s'appelle Routondi Estelle, qui a 17,84. Et après, on a CEG Atropokodji, qui est 45e ex-éco, d'accord? Elle s'appelle Awisi Karine Maoulé. Et ça, elle m'a fait plaisir parce que c'est ma petite fille. Okay. Elle est de mon village. C'est ma petite fille. Mais elle nous a fait plaisir. Mais ce que nous voyons, vous voyez que l'enfant qui est dans les privés ne font pas ces résultats. Ce sont les parents qui font ces résultats. Comment ça? Très bien. Parce que quand les écoliers ou bien les élèves qui sont dans les écoles privées, vous allez voir, la plupart ont des maîtres d'études pratiquement dans toutes les matières. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà de l'accompagnement à ce niveau. Si vous prenez pour avoir le bac, c'est une préparation de la 6e jusqu'en terminale. Il y a parfois des enfants qui ont fait la 6e, d'accord, 5e, et arrivés, par exemple, quand ils ont le BPC, ou bien avant le BPC, ils sont récupérés par les écoles privées. Et eux, ils continuent le travail. Ou bien une fois en seconde, ils sont récupérés et ils font le travail. Et puis, on dit que le travail final leur revient. C'est faux. Vous croyez? Et les parents investissent dans l'éducation des enfants aujourd'hui. Ces résultats ne sont pas forcément les résultats des écoles. Mais bon, c'est eux qui sont le bras fonctionnel. Et ils ont créé un certain nombre de dispositifs de contrôle et intégrant les parents. Quand vous aviez dans une classe, imaginez, vous aviez 70-80 élèves par rapport à quelqu'un, un établissement qui a 20, 30 au maximum, vous pensez que le suivi serait le même. C'est faux. Et ça nous rappelle, ça nous amène vers le système LMD qui a dit, mais par exemple, dans le système LMD à l'université, on dit un enseignant pour 25 étudiants. Mais
Dites-moi, moi en première année, l'année passée, on a pratiquement près de 3000 étudiants et nous sommes 23 enseignants permanents. Donc, quand vous faites le rapport, le ratio, ça donne quoi? Je vais en géographie, une année là, ils sont près de 8000. D'accord? Par rapport au nombre d'enseignants, ils n'atteignent pas 30. Le ratio, ça donne quoi? Donc, en termes de suivi, ça pose un problème. On ne peut pas noyer le travail fait par les établissements publics. Et soit on revient pour faire une classification, d'accord, pour le public et une classification pour le privé. Là, ça va nous permettre de voir le travail que ces directeurs, ces enseignants on n'a pas l'impression dans les établissements publics aussi que on s'engage véritablement à avoir de la qualité. Vous avez parlé de la moyenne, vous avez parlé de l'exigence à faire accompagner les apprenants de maîtres d'études et autres encadreurs parascolaires pour leur faire avoir de bons résultats. Vous avez parlé aussi de l'investissement du parent. L'État peut mettre en place un système aussi pour, mettons, accompagner, je dois dire, les enfants qu'on inscrit dans les établissements publics, de sorte à ce que ces enfants aient aussi cet accompagnement. Et mieux, l'administration au niveau donc des établissements publics aussi n'a pas forcément toute la rigueur qu'on a dans les établissements privés. Ça aussi peut être un élément sur lequel on peut actionner. Vous savez qu'il y a des établissements publics de notre pays qui sont encore plus sérieux que certains établissements privés. Oui, c'est bien normal. On a eu des taux de 0% de réussite dans des établissements privés dans ce pays. Le taux ça veut dire quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut s'accentuer pour comprendre. Quand vous prenez quelqu'un qui a présenté 3 personnes, 5 personnes à un examen, oui, et sur les 5, 3 sont admis, oui, ou bien 4 sont admis, oui, son taux par rapport à quelqu'un qui a présenté 200. Et sur les 200, d'accord, il y a 150 qui sont réussis. Ou bien 100 qui sont réussis, on va penser qu'il n'a pas travaillé. Ce n'est pas la même chose. La démographie au niveau des établissements publics, ce n'est pas la même chose. C'est comme on vient à l'université, moi je fais mon cours, en cours, j'ai près de, au maximum, 200, 300 étudiants qui viennent suivre mon cours. D'accord? Et à terme, je vais faire la composition et j'ai au moins 2000 copies. Sur les 2000 copies, j'ai pratiquement 150 qui ont la moyenne. Et on va nous juger par rapport à ces 2000. Si on fait le rapport par rapport à ces 2000, c'est faussé. Parce que qui sont ceux-là qui réellement sont venus suivre le cours? Si on doit prendre les 200 et on fait la comparaison, le rapport, le ratio par rapport à ceux qui ont la moyenne, c'est que moi, ma performance serait différente. Mais quand on va noyer ça dans tous les 2000, parce que c'est une faculté, on ne peut pas obliger quelqu'un à venir suivre. Vous comprenez? Donc ça, ce sont des éléments pour lesquels il faut aussi voir un certain nombre, il faut regarder dedans. Comme le dit chez nous, il faut regarder dedans pour dire, mais par rapport aux établissements publics, ils font un travail extraordinaire. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les établissements publics, ils font les TD pour les élèves. Là où tu as allé au CEG Segbeya, par exemple, le directeur qui est là, il a près de 7000 élèves. 7000. Vous comprenez cette pression? Quand au moins 5000 viennent au mal, quand vous les regardez, est-ce que vous avez la possibilité de savoir comment vous pouvez parler à ça? Mais voilà le travail que ces acteurs-là abattent quotidiennement. Mais comment on les... Si on va regarder ça et on va dire, il faut décharger tel, il faut décharger... Non, quel est l'accompagnement? C'est vrai qu'il y a au moins, il y a des partenaires qui accompagnent aujourd'hui, mais ce sont les filles seulement. Mais à un certain moment, il faut penser à tout le monde pour que, au moins, on essaie d'équilibrer. Mais je pense que il faut maintenant faire la comparaison secteur par secteur pour comprendre et connaître celui qui réellement fait le travail. Et mieux encore, pour voir les trajectoires des premiers, il faut voir, est-ce que c'est toi qui es le formateur du début jusqu'à la fin pour s'en accaparer en termes de performance. De résultats. Oui, de résultats. Docteur Bruno Mocho, oui, merci beaucoup d'être passé sur l'Actu Matin. Merci. Très bonne journée. Oui. Mesdames et messieurs, je vous propose qu'on marque une pause, le temps d'installer nos débatteurs.